présentation. Vous avez la parole. Ok, merci, Monsieur le Président. On ne va certainement pas parler des déceptions. Je vais déjà commencer par remercier aussi l'Université Léon Nélan parce que, comme on va dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Parce que vous nous envoyez des ressources, et pas les moindres, des très bonnes ressources. Parce qu'il faut le dire, là je vais commencer déjà par une appréciation sur l'étudiant, de manière générale. À la base, ça a été un peu difficile. Pourquoi? Parce que ce n'était même pas le premier thème qu'on avait choisi. On avait commencé par un autre thème, il s'est avéré qu'il y a eu certaines difficultés. Et on a finalement décidé de le mettre sur ce thème. Ce qui m'a marqué déjà dans l'attitude de l'étudiant, c'est la manière dont il a réagi. Déjà avec le premier thème, il s'est très vite adapté. Il a tout de suite compris le concept. Même quand on a changé le thème, j'ai cru qu'il allait être bouleversé, malgré les délais. Il a tout de suite bien réagi et puis il s'est lancé dans le travail, quoi. Donc il a très bien appréhendé le thème, très bien appréhendé le sujet. Il y a même certains éléments que nous ne percevions pas qu'il a effectivement dégagé également. Donc à ce niveau-là, en collaboration avec l'ingénieur Assamba, c'est très bien passé. Maintenant, par rapport à ce qu'il a apporté, effectivement, et ça il l'a dit dans son propos, c'est pas seulement son encadreur académique, là aussi, c'est un problème général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Cantel qui est confronté à cette situation. Et ça va très vite maintenant. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on appelle les solutions OTT par Internet, les gens passent à travers Internet et ils viennent terminer les argents, le bypass, donc maintenant les opérateurs ont intérêt à être très très réactifs. Et c'est le plus que la solution que M. Assamba vient de nous proposer apporte, la réactivité. Parce qu'au-delà, je vais rendre ça, au-delà des solutions déjà existantes, les fautes peuvent aussi dépendre des environnements. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons la possibilité de pouvoir réagir, pouvoir adapter la solution que nous avons, pouvoir réagir à un cas de faute particulier. Et c'est un des éléments forts que nous apporte la solution que l'ingénieur Assamba a développé. Et l'autre point, c'est aussi la facilité avec laquelle il a pu intégrer ça à l'existant. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui tourne en parallèle, mais ça s'appuie sur les éléments existants déjà dans notre réseau. Et éventuellement la modularité, il a ouvert le débat sur les possibilités de pouvoir à l'avenir le faire pas plutôt à LCD mais en temps réel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre éventuellement le lendemain, de telle sorte que automatiquement, dès qu'une faute se passe, on soit capable de pouvoir la stopper immédiatement. Ça, c'est des ouvertures qu'on pourra avoir éventuellement à la suite, qui pourra peut-être lui-même faire, ou alors d'autres étudiants de technique qui pourront être envoyés à Cantel pour d'autres projets éventuels. Donc, en gros, nous sommes satisfaits du travail que l'ingénieur assemble, et puis nous remercions encore Polytechnique pour la disponibilité qu'ils ont toujours à mettre leurs étudiants à notre disposition. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Bien, le législateur a prévu que lorsque les encadreurs sont unanimes, qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous poser des questions pointues. Je passe donc la parole à l'examinateur principal, le docteur ingénieur Rodrigue Nana Benke, qui est chargé de cours à l'école polytechnique. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, et toutes mes excuses à l'assistance pour mon retard, à Monsieur le Président du membre du jury. En ce qui concerne le sujet, pour les questions de forme, je crois que l'étudiant pourra récupérer la copie de mon mémoire, afin de son mémoire. Moi, je vais aller dans le vif du sujet. Alors, moi j'ai vu que dans la clôture de la présentation, vous détectez le flou, vous ne dites pas quel type de faute il a pris. Ça me pose problème. Et ça me pose aussi problème la méthodologie qui est dans le mémoire. Parce que il y a un ensemble. Bon, allons déjà pas à pas. Déjà, vous avez fait un benchmark des solutions existantes, mais je n'ai pas vu le côté pour. Parce que si vous parlez, je parle page 21.
présenter quelques solutions qui apparemment paraît-il peut aussi traiter le problème de fraude. Bon, il y a l'aspect technique, bon, il y a l'aspect comme ce qui est quand même un peu. Ceci, vous analysez les solutions, il faudrait qu'à la fin, quelque part, on puisse se dire, bon, à compétence égale, voici ce qu'on peut acheter, en fait, le capital peut acheter, quoi. Donc je me dis, ça serait bien d'y ajouter un peu la comparaison des coûts de licence d'exploitation, quoi. Page 25. Alors, je vais vous présenter les techniques. Vous présenter plusieurs techniques capables d'être utilisées pour identifier le fraude. Cependant, vous ne présentez pas un tableau comparatif entre certaines ordres de complexité, précision, type de données, parce que vous avez parlé de données discrètes, de contenu, tous ces aspects-là. Quels sont les avantages que chacune de ces techniques pourra avoir ou les inconvénients? Ça serait bien, pourquoi pas, d'avoir un petit tableau récapitulatif qui présente la chose de manière. Bref, je peux le résumer. Et page 28. Bon, page 28, là on entre un peu presque dans la résolution du problème. Comme méthode directe, vous parlez de l'IRIS. Pour moi, c'est un problème. Parce que nous sommes ici à analyse de données. C'est vrai, on peut parler de l'IRIS parce qu'il y a l'aspect conception d'un outil logiciel, mais dans le fond, il s'agit d'un processus que vous devez mettre sur pied de manière informatique. Vous devez pouvoir exploiter, aller capturer les données, les crypter, les analyser et produire un résultat. Et tel qu'on avait vu au cours, il y a des méthodes qui sont prévues pour gérer tout ce processus-là. Vous ne faites pas cas de ça. Nous avions parlé de ça au cours. Par exemple, moi je vous pose une question. Puisque vous avez omis peut-être mentalement, vous l'avez utilisé sans l'écrire. Quelle serait donc la méthode, le modèle de processus à utiliser dans le cadre de votre développement, par exemple? Bon, ici nous avons utilisé un modèle de processus agile. Un modèle de processus agile par incrément. Là, vous êtes, je crois, dans la conception logicielle pure, là, direct. Pourtant, il y a des approches purement business intelligence, comme Chris Dataman. Je crois que si, même au cours, puisque c'est des projets sur lesquels, plus ou moins, j'ai déjà eu à travailler, on vous a montré en tout, par exemple, le fait d'aller déterminer comment les abonnés de Orange utilisent leur consommation, quels sont les meilleurs clients, ainsi de suite. Et justement, il y a une partie purement conception logicielle, interface, fonctionnalité, mais au fond derrière, il y a tout un processus qui gère, comment dire, l'extraction des connaissances. Et c'est ce côté-là que je n'ai pas vu. Par exemple, dans le Chris Dataman, il y a 6 phases. Connaissance du métier, connaissance des données, préparation des données, modélisation des données, évaluation, puis déploiement. Alors, autre chose aussi que moi je n'ai pas compris, c'est votre tableau d'effet. Quand nous faisons de la business intelligence, il y a 2 approches. Lesquelles? Quand vous faites de la business intelligence, généralement il y a 2 approches technologiques. Les approches de modélisation des données? Non, ce sont l'aspect modélisation des données. Il dit globalement, dans le data mining, il y a 2
approches pour traiter les problèmes. Suivant le type de problème, il y a une approche, je dirais, standard. Et il y a une approche beaucoup plus flexible. Bon, ici, on a recensé deux types d'approches justement. L'approche top-down, qui permettait de partir du général. Bon, moi je vous arrête. En fait, les deux approches que je parle, il y a l'approche généralement qui se base sur une technologie presque standard. Bien sûr, ça peut varier en fonction des développeurs, de l'application de business intelligence. C'est hop là. C'est-à-dire, je modélise une table de faits dont le moteur va analyser. Il y a une approche que je disais moins standard parce que en fait, tout ce qui est généralement, comment dire, où il faut aller détecter, classifier tout ça, on sort du modèle là pour aller dans le modèle purement algorithmique. C'est-à-dire, je dois identifier les données sur lesquelles je peux appliquer un algorithme pour aboutir à un résultat. Et c'est cet aspect-là que moi, il y a dans votre truc, il y a cet aspect, mais en fait, je vois la table des faits qui sont les données, qui normalement, on n'a vraiment pas besoin, sauf si il y avait autre chose au-delà de détecter la fraude. Parce que quand on fait la table de faits, généralement, c'est pour faire quoi la fraude? C'est pour faire des valeurs cumulatives qui derrière sont gérées par les group by, les halving, tout ça quoi. Donc, c'est un peu du SQL peut-être beaucoup plus complexe. Alors qu'il y a une approche où on a des données et il y a tout un processus de traitement de ces données avant application de l'algorithme qui va permettre de détecter ou de classifier et donc d'avoir l'information. Dans votre cas, ça se passe comment? Bon, monsieur, ici nous avons fait d'abord le choix de l'approche dimensionnelle, l'approche de modélisation dimensionnelle, ici basée sur une table de faits, des tables de dimension. C'était pour rester dans la logique de flexibilité. En fait, notre application, bien qu'au départ basée sur la détection de la fraude, pourra être utilisée par la suite. Par exemple, pour les mêmes données extraites pourront être utilisées par la suite par la facturation. Parce que la facturation est encore gérée pas vraiment dans la vraie connaissance des employés. On pourra dire, bon, au-dessus de la détection de la fraude, nous allons ajouter la facturation. Et pour cela, le modèle dimensionnel ici, utilisé avec une base de faits et des bases de dimension, permet de modifier facilement la base de données. Là, les contraintes d'intégrité ne sont pas... Vous avez précisé ça dans votre mouvement que la table des faits, si elle a été réalisée, c'est par rapport à ce point-là. Oui, monsieur. Nous avons utilisé la base de la table du modèle dimensionnel en général. Bon. Restons toujours dans la méthode. Puisque vous devez détecter les fraudeurs. Vous devez normalement identifier un ensemble de variables qui caractérisent, comment dire, la communication qui s'émet entre le point de départ et le point d'arrivée. Là aussi, je vois aussi un manquement. Parce que lorsque c'est un travail un peu subjectif au fond, ça veut dire que l'expert qui doit faire l'analyse de données, il y a un côté subjectif. Et ce côté subjectif, il doit le corriger quelque part. Lorsque vous avez identifié, on va dire, les potentielles variables de données sur lesquelles on peut aller appliquer les différents algorithmes qui vont nous permettre de détecter les fraudeurs. Lorsque vous les avez identifiés de manière subjective, quel serait normalement le processus suivant, l'étape suivante? Bon, en fait, monsieur, l'algorithme que nous avons mis en place pour la détection de la fraude ici se base essentiellement sur le profiling. Avant d'arriver à la détection des fraudeurs, lorsque vous avez de manière subjective identifié dans la donnée un ensemble d'attributs de valeurs que vous pensez que c'est sur ces valeurs-là qu'on pourrait aller analyser pour détecter le fraudeur, quelle serait normalement l'opération suivante? L'opération suivante
c'est l'extraction de ces données en vue de les analyser. Vous devez faire une analyse de corrélation entre les variables. C'est-à-dire, le fait que je dis, bon, je vais prendre la durée de l'appel, je vais prendre le coût de l'appel, je vais prendre, bref, un ensemble de variables. Là, c'est subjectif. Je dois appliquer un algorithme de corrélation pour déterminer s'il n'y a pas des variables qui ont un lien, comment dire, intrinsèque avec d'autres. C'est-à-dire, si je recherche à calculer la corrélation entre deux variables, et qu'elle est supérieure à 0,9, ça veut dire que plus ou moins, l'un des deux variables peuvent être éliminées dans la suite du travail en fait. C'est-à-dire, parce que quand vous faites l'analyse de corrélation, c'est pour voir que bon, vous avez identifié 17 ou 22 ou 32 attributs. Si vous vous rappelez bien, lorsque je vous avais fait l'exposé sur la segmentation des abonnés de Orange, on avait identifié 32 attributs, mais à la fin, on a travaillé uniquement, je crois, peut-être sur 15 attributs. Parce que il y avait des attributs que lorsqu'on applique les calculs de corrélation, on trouve un lien très fort. Généralement, quand c'est supérieur à 0,9, l'un des deux attributs doivent être éliminés de la suite de l'année. Donc, ça veut dire que quelque part, pour l'entreprise, en termes de stockage d'informations, on réduit la masse de données sur laquelle déjà on va aller faire l'analyse, mais sur la masse de données qu'on pourrait stocker, quoi. Et je n'ai pas vu ces aspects-là. Vous faites dans la détection de la fraude. Bon, vous avez parlé, bon, parce que moi, quand j'ai lu le mémoire, j'ai vu que bon, c'était peut-être où c'est la fraude bypass. Bon, dans la présentation, vous avez fait comprendre que vous détectez juste les fraudes, mais on ne peut pas dire réellement de quelle fraude il s'agit. Même là aussi, ça m'inquiète un peu parce que comment vous faites pour réellement savoir que quelle fraude, si dès le départ, il n'y a pas de critères pour déterminer la fraude. Parce que chaque fraude a ses caractéristiques. Parce que on pourrait dire, bon, je n'ai pas envie de parler de manière sûre que presque unique, mais je me dis quand même qu'il y a des éléments qui caractérisent une fraude, ou bien qui pourraient caractériser un sous-groupe de fraude. Donc ça veut dire que quelque part, vous pourriez nous dire que bon, quand on détecte les fraudes, probablement ça peut être bypass, peut-être, ou ceci. Bon, lorsque vous restez vague, que bon, vous détectez juste les fraudeurs, qu'on ne peut pas savoir de quel fraudeur il s'agit, la question que je vous pose, c'est que mais, vous, généralement, vous utilisez les algorithmes d'apprentissage. Ça veut dire que vous lui donnez un ensemble de jets de données que quelqu'un, au préalable, a analysé, a constaté que généralement, quand les données sont de cette forme, s'il y a tel type de fraude. Sinon, alors, ça serait, je ne sais pas, un jet de données où on aurait tout rempli là-dedans. Et je ne sais pas à quoi, si l'algorithme lui-même s'en sortirait, parce qu'on pourrait avoir des critères presque contradictoires et donc avoir un résultat qui n'est pas fiable à la fin. Bon, en fait, le travail sur lequel nous avons tablé consistait à mettre en place un système pour la détection de la fraude en se basant sur les profils de consommation habituels. Je prends un exemple simple. On sait que moi, j'ai l'habitude d'appeler en moyenne 3 fois par jour. Et c'est enregistré dans la base de profil que moi, j'émets 3 appels par jour. Et mon nombre de numéros appelés ne dépasse pas 2, ou ne dépasse pas 5. Mais un jour, on constate que mon numéro a émis plus de 15 appels par jour. Et que j'ai appelé plus de 50 personnes en journée. Justement. Et c'est sur ça que c'est sur ces détails que nous nous basons pour détecter. J'ai l'impression justement que c'est là où votre table de fait est utile. Mais utile plutôt parce que ici, je perçois un peu la manière dont vous voulez détecter les fraudes. C'est-à-dire, de manière un peu très stricte là, vous dites, bon, si quelqu'un a habitué à faire 3 appels, lui qui fait 5 appels, il devient fraudeur. Bon, moi c'est un souci. Et justement, la manière dont vous présentez ça, c'est pourquoi vous avez utilisé les tables d'effet.
Parce que justement, avec l'étape des faits, c'est une analyse cumulative. C'est-à-dire, généralement, c'est la somme de plusieurs trucs. Or, les angles d'avancée sont un peu plus subtils que ça. Il ne suffit pas seulement que quelqu'un est habitué à dépenser 3 000. Le jour qui dépense 4 000 ou 5 000. Déjà, le seuil là, tu vas le définir comment? C'est un peu compliqué. Monsieur, en fait, la définition... Non, laisse finir, attends. C'est un peu comme si tu fais du SQL. Tu fais select by, group by, et tu dis having count, si c'est supérieur à 8, je classe cela comme des fraudeurs. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas pour rien qu'en business intelligence, généralement les valeurs cumulatives, c'est généralement on peut analyser les coûts, recettes, bénéfices, c'est généralement ce genre de trucs. Tout ce qui peut concerner une forme de classification, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas un truc qu'on ferait un résumé que parce qu'il est habitué à faire 3 appels, demain quand il fait 4, il est faux. Parce que même le seuil de dire il a fait 5 au lieu de 3 ou 6 au lieu de 3, c'est un fraudeur. Moi, je ne sais pas. Et justement, c'est. À la fin de moi, c'est que moi, j'ai résumé, c'est que les résultats ne me. Il est difficile de penser que le candidat a pu obtenir un résultat fiable. Voilà ce que moi j'ai écrit à la fin de ton document. Pourquoi? Parce que tous les indices me montrent que tu t'es basé sur des valeurs cumulatives, c'est-à-dire de group by count, c'est-à-dire je compte, je somme. Dans la littérature même, tout ce qui est généralement détection sort du cadre de table d'effet, de overlap, et va dans le cadre où on doit lui appliquer un algorithme ou plusieurs algorithmes très bien spécifiques. On peut faire des choix, chaque algorithme c'est l'avantage des inconvénients. On peut faire des choix, mais là, j'ai des difficultés à être certain que le résultat est fiable, parce que ça veut dire que finalement, au fond, même une base de données simple, on pourrait utiliser, on pourrait faire un SQL sur la table, des crédits téléphoniques, des consommations, on fait un group by, et puis on dit, bon, il y a des fonctions qu'on peut utiliser, AVG, moyenne, tout ça. C'est plus... L'approche me cause problème en réalité. Bon, monsieur, en fait, pour apporter une explication à ça, nous ne nous sommes pas limités uniquement sur les groupes by et les select. En fait, après avoir établi une base de profil, nous savons bel et bien que tel numéro a telle fréquence d'appel, il a telle moyenne d'appel, il a tel... et ainsi de suite. Et après, nous avons conçu des moniteurs de profil. Des moniteurs de profil qui vont utiliser soit des déviations, soit un seuillage pour pouvoir étudier les écarts entre les valeurs observées et les valeurs enregistrées dans les profils. Et monsieur, ce n'est pas tout. Nous ne prenons pas la décision directement après les moniteurs de profil. Les moniteurs de profil vont générer des poids et des poids qui seront combinés et envoyés dans un classifieur de by qui a préalablement été entraîné en utilisant des règles empiriques. Donc le classifieur de by, après avoir été entraîné, reçoit les poids des différents moniteurs pour pouvoir enfin attribuer une classe à l'instance. Donc, la méthode est flexible. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai l'habitude d'appeler 5 fois qu'après avoir détecté 10 appels, on va dire effectivement c'est une fraude. Il faudrait que tous les critères relatifs à une fraude soient réunis pour que, et justement il y a les règles de fraude qui sont prises en entrée pour pouvoir décider qu'il s'agit d'une fraude ou pas. Donc il y a une étape de recensement et d'analyse cumulative. Ici nous avons conçu des cubolabs qui nous ont permis d'avoir des valeurs maximales et des valeurs cumulatives. Et les moniteurs de profil seront utilisés pour pouvoir faire de la classification. Et là, l'apprentissage a été effectué en utilisant les méthodes bayésiennes. Moi, je pense que j'ai fini avec la question, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce qu'il y aurait encore une question, candidat? Je vais terminer par faire rapidement quelques remarques, quelques observations.
c'est sur la forme. Hein. D'abord, je me demande si le guide de rédaction des mémoires et thèses est toujours en vigueur. Si ce guide est en vigueur, il faut bien le consulter avant le dépôt final de votre mémoire à la bibliothèque. Parce que la pagination, aussi bien la pagination, le titrage des tableaux, les références bibliographiques ne reflètent pas ce qui est prescrit dans ce guide-là. Et justement, par rapport à l'introduction générale, j'espère que ce n'est pas cette introduction que vous avez adoptée dans ce département. Une introduction générale, c'est une introduction générale. Ce n'est pas un autre chapitre du mémoire. Cette habitude commence déjà à s'installer ici. On le fait à l'université de Tchang et tout près de nous à la faculté des arts, lettres et sciences humaines, mais pas encore en fac sciences et à Polytechnique. Parce que là, vous structurez, vous introduisez, après vous définissez l'autre, etc. Ce n'est pas ça. Faites une introduction générale et enfin, à la fin, vous terminez par une conclusion générale et perspective. Il faut aussi éviter qu'il y ait trop de perspectives. Lorsqu'il y a trop de perspectives, on peut se demander légitimement ce que vous avez fait pour qu'il y ait tant de perspectives. On reconnaît que le sujet est complexe, mais ce n'est pas une raison. Donc, regardez très bien. Hein. Et puis, voilà, ça s'affiche encore à l'écran. C'est un travail académique. Ici, ce n'est pas la présentation d'un rapport de stage. Lorsque vous serez dans la société où vous avez fait votre stage, en ce moment-là, le logo peut être indispensable. Mais à l'université, ce n'est pas le logo, c'est le logo de l'université. C'est ça la règle aussi. Donc, en gros, je l'ai dit déjà, vous avez traité un sujet difficile. Ce n'est pas... À un moment donné, personnellement, je me suis posé des questions. Finalement, il faut peut-être qu'on s'arme beaucoup pour faire face à cette fraude-là. Vous ne parlez que de fraude, mais l'autre revers, c'est comme maintenant ça sévit à travers le monde entier, c'est le terrorisme, hein, parce que ça c'est encore à l'échelle élémentaire, parce que dès vous imaginez, il faut faire et ils utilisent toujours les mêmes moyens, le web. Bon, donc je me demande bien, et je suis content que le docteur Moukop ait lancé cette étude. J'aurais souhaité que l'année prochaine, toujours avec Amtel, Orange et autres, Nextel, MTN, tout ça, tous les autres opérateurs de téléphonie mobile, qu'on essaie de densifier en spécifiant les axes. Ça pourra être d'un très bon concours par rapport à notre environnement, par rapport aux outils que ces opérateurs utilisent. Et enfin, au niveau des acronymes, il faudrait respecter l'ordre alphabétique, ça c'est élémentaire. CDR là que vous avez bien défini, mais ça ne figure même pas dedans, alors que c'est un signe clé de votre mémoire. Pour terminer mon propos, je dis que la présentation a été très pédagogique, que le sujet c'est un sujet d'actualité. Bien sûr, il est complexe. Ce genre d'approche, il faudrait le faire sous forme d'équipe, que de temps en temps, qu'il y ait des comptes rendus sous forme de petits séminaires, afin d'être sûr qu'on a élagué certaines difficultés qui sont soit spécifiques, soit générales. Bon, et éviter aussi dans le résumé ou dans l'introduction, je crois que oui, dans le résumé de donner des chiffres que vous-même vous n'avez pas produits. Parce que quand on voit les pourcentages, c'était pour des éléments de votre problématique, alors que ça figure, les 5% là, alors que ça figure